En 2003, Erika ravage les champs de Serge Blanco. C'est le début des ennuis. Les récoltes sont inexploitables, impossible pour lui de fabriquer ses confitures et ses achats qui le font vivre. Quelques mois plus tard, il doit faire face de nouveau à un autre phénomène météorologique. On a eu encore de graves inondations, où on a encore tout perdu. Et là, c'est pareil, il faut s'accrocher, on essaie toujours de se rattraper à quelque chose, on a toujours dire bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais déjà, depuis Erika, nous avions une perte d'exploitation monumentale. Cette année-là, il ne fera aucun bénéfice, au contraire, les dettes s'accumulent. Les assureurs ne suivent pas, seul le gouvernement leur accorde 1 million de francs et déclare son exploitation sinistre naturel. Pour remonter la pente, le couple va multiplier les heures de travail. On faisait des marchés, on travaillait 18 heures par jour avec ma femme. 18 heures par jour pour arriver à payer tous les mois le mandataire, tous les mois que Dieu fasse. Nous, c'était tous les mois qu'il fallait qu'on donne près de 180 000 francs, tous les mois. Donc il fallait fabriquer. On n'avait pas de solution. Et vous arrivez à un moment où vous êtes... le corps ne suit plus. 1 an plus tard, il rencontre un ami qui lui propose de se rendre au tribunal de commerce et demander un redressement judiciaire. C'est vrai qu'à partir de ce moment-là, vous arrivez à mieux dormir la nuit. C'est vrai. Parce que vous n'avez plus ce harcèlement téléphonique qui se passe et quand tu me payes, quand ceci et quand cela. Donc vous arrivez à vous libérer une partie de l'esprit. L'année dernière, après 10 ans d'activité, il reçoit une lettre du tribunal stipulant que la dette est soldée. Et ben voilà, ça c'est mon nouveau bureau. Ce nouveau bureau, Albert l'a choisi par passion. Il est pilote d'ULM et vend ses prestations de tourisme aérien à un hôtel de Koné depuis novembre dernier. Après une première tentative pour passer son brevet de pilotage à Nouméa il y a quelques années, il abandonne tout faute de financement. En début d'année dernière, par envie de changement, il quitte un poste bien payé et passe son brevet de pilotage en 2 mois. Et à un moment donné, je me suis dit, voilà, j'arrive à un tournant de ma vie, j'avais envie de faire quelque chose qui me passionnait. Donc j'ai quitté encore mon travail sur Nouméa et aujourd'hui je suis remonté à Koné. J'ai ma femme qui m'a beaucoup soutenu pour ce projet. Et là aujourd'hui je fais ça, cette activité. Et tous les jours, vous trouvez tous les jours, je vole 5 jours par semaine. Et je rencontre énormément de monde. Au début, je ne voyais pas ça comme un métier. Parce qu'on voit du monde et on est passionné déjà par l'activité. Donc on ne regarde pas le temps qu'on consacre à travailler. Albert ne regrette en aucun cas ce choix aujourd'hui. Au contraire, il a réalisé son rêve et ce grâce au soutien indéfectible de toute sa famille, qui n'était pas facile à convaincre au début. Ils m'ont pris un peu pour un fou au début. Parce que du coup, on avait l'impression que je crachais un peu dans la soupe là, avec les opportunités que j'avais. Mais ça aussi, c'est de montrer aussi qu'on est capable quand on aime, on est passionné. C'est des messages qu'on voit déjà à des gens qui vivent leur passion. Et là, je suis en train de le vivre là. C'est une activité qui est assez particulière et qui vient aussi mettre en valeur notre pays. On va prendre maintenant le cas de planeur, finesse 55, sur lequel j'ai eu la chance de voler quand j'étais plus jeune, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pendant planer, beaucoup plus plat. Rosiane partage la même passion qu'Albert et veut elle aussi en faire son métier. Elle est actuellement en formation pour passer son brevet de pilotage.
Après avoir réussi son épreuve théorique, elle s'attaquera bientôt à la pratique. Je pense que tout le monde peut faire cette formation à partir du moment où tu sais que dans cette formation-là, il y a des sacrifices et un choix. Financièrement, ça a un coût aussi. Moi, j'ai j'ai vendu ma voiture pour financer ma formation. Donc, avec de la volonté, tu sais que tu peux, mais cette formation-là, tu commences, tu finis. Hein. Cette formation est accessible à tous dès l'âge de 15 ans. Malgré la loi de 1987 puis celle de 2005 qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés à employer au moins 6% de travailleurs handicapés, on constate aujourd'hui que beaucoup d'employeurs préfèrent payer des amendes plutôt que faire valoir ce droit au travail. Thomas, lui, est salarié de la Caisse des écoles de Nouméa. Il est aide cantinier dans cet établissement depuis plus de 6 ans. Je travaille de lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je commence à 10h, ça termine à 1h15. On va faire des tomates, commencer et compote. Il est autonome. Voilà ce que je veux dire. Il est autonome. Hein. Il vient des fois, il discute avec nous, voilà, avec tout le monde. Voilà. Puis il parle un peu de ses week-ends avec nous. Il partage. Hein. Voilà. Thomas est donc autonome dans les tâches qui lui sont confiées. Il s'occupe de la mise en place du service et reste jusqu'à 13h15 pour s'occuper du nettoyage avec sa responsable Thérèse et Christelle. Il existe encore peu de chiffres sur l'emploi de ces personnes handicapées. Et même si ici Thomas a la chance de bénéficier d'un CDI, ils sont encore nombreux à galérer ou lutter pour trouver un emploi. On se rend compte que si on accompagne le chef d'entreprise, si on met en place une forme de tutorat, si on prend le temps d'intégrer le jeune dans l'entreprise, parce que parfois ça demande 1 an, voire 2 ans de préparatifs, au final on se rend compte que la personne handicapée est tout à fait apte à remplir ses fonctions et même parfois est un plus dans l'entreprise. Il faut convaincre les chefs d'entreprise, il faut faire le suivi et il faut réunir toutes les conditions, apprendre aux jeunes à être employables. Malgré les lois et les dispositifs qui facilitent donc l'accès à l'emploi des personnes handicapées, il semble que les plus grandes barrières à faire tomber résident dans la mentalité de notre société et les idées reçues. D'être ici à la maison, ça fait un grand bien. On n'a plus la circulation à affronter le matin au travail. En plus, tu es sur l'eau, donc quelque chose que j'aime beaucoup. Se rendre au travail sans se soucier des embouteillages, c'est le quotidien paradisiaque de Bruno. Ce capitaine de bateau originaire de Yengen s'est lancé dans le transport maritime en 2016. Son service de navette fluviale traverse ainsi les rivières de la Yengen et de la Tangen. Et pour les touristes qui viennent visiter la région, il est même possible de se rendre jusqu'aux îlots qui bordent la côte. J'ai toujours voulu revenir sur Yengen, mais tout en faisant ce que j'aimais le plus, c'est être sur l'eau. Donc j'ai monté un projet de bateau dans le domaine tourisme ici sur Yengen. Tous les jours, je sors ici avec mon bateau et je regarde la poule. Il n'y en a pas beaucoup en Calédonie, des rochers qui sont au bord de la mer. Ce projet de navette fluviale, Bruno le nourrit depuis plus de 15 ans. Je me voyais bien dans un bateau et dans mon propre bateau, oui, je me voyais bien. C'était un rêve qui comme je l'ai dit tout à l'heure, qui s'est réalisé. Il permet aujourd'hui aux populations des vallées de se rendre au village à moindre coût, tout en profitant du cadre idyllique qui fait la renommée de la commune. On peut me donner n'importe quoi, mais pour rien au monde, je quitterai mon travail, mon lieu. Je resterai ici pour toujours, quoi. Un rêve devenu réalité que Bruno entend bien vivre et partager encore des années. Face au courant à 1 mètre de profondeur, Flory effectue le 3e prélèvement au premier point d'eau qui est situé à la base nautique de Foué. Il y a une semaine, le 2e prélèvement avait révélé que cette zone présentait un risque sanitaire avéré. Tu pourrais me dire là maintenant qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Donc on va apporter les prélèvements à Nouméa et donc le laboratoire va les analyser. Normalement d'ici 1 à 2 jours, on devrait avoir les résultats. Et donc si on a un seuil de d'Escherichia coli en dessous du seuil limite,
on pourra demander à la ville de lever l'interdiction de baignade. Escherichia coli, c'est le nom d'une bactérie. Elle peut être responsable des diarrhées, des gastro-entérites ou bien encore des infections urinaires. Sa présence dans l'eau témoigne d'une contamination fécale, soit d'origine animale, soit d'origine humaine. Le deuxième prélèvement est effectué sur le site de Fouet Creek, le point d'eau le plus pollué de la plage. Ici, il règne une odeur comme celle des égouts. Selon Flory, l'eau du creek proviendrait du village de Koné. Non, je sais pas trop. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et l'odeur, ça peut être un indicateur déjà de... Je sais pas trop. On peut pas... Là, c'est sûr qu'on est à côté d'un creek. Donc si, avec les pluies, ça a entraîné des pollutions qui arrivent après dans la mer. Mais il faut que la commune investigue un peu plus. Ça peut être une autre origine aussi. Une chose est sûre, une fois de plus, c'est la nature, avec les courants marins, qui va permettre de diluer l'eau et donc d'éradiquer cette bactérie. Si à Koné, les intempéries sont à l'origine de cette pollution, alors à chaque forte pluie, les habitants de la commune devraient voir régulièrement cette pancarte. Ici, un petit canapé. Enfin, normalement, il est levé. Hein. Le petit canapé, la petite télévision qui marche quand elle veut. Un petit coin, voilà, lavabo, avec de l'eau potable en bidon. Parce que l'eau désalinisée avec l'appareil là-bas, elle sort ici en eau douce, mais je ne l'utilise pas pour boire, ni pour les aliments, ni pour rincer mes aliments. On a un bidon qui vient de Nouméa dans le bateau tous les jours, et j'ai un petit bidon d'eau potable, avec un frigo, l'arrière de la maison, avec un petit espace vif, vachement agréable aussi, où c'est toujours venté, il y a toujours du vent, donc c'est super agréable. Toujours animé par le cri des mouettes, des goélands, des pétrels. Et c'est là où rentrent souvent, on ne sait pas pourquoi, toujours vers l'arrière, les serpents rentrent ici et ressortent là-bas. Je les aide un petit peu aussi, de temps en temps. Voilà bientôt 2 mois que Bernard Benot est le nouveau gardien du phare Amédée. Officiellement, sa journée de travail commence à 9h30. C'est lui qui accueille et guide les touristes dans le phare. Mais pour Bernard, sa journée commence bien plus tôt, à 5h30 du matin. Voilà, je fais ça tous les matins, surtout quand le maridi ne vient pas. Donc je ramasse, je fais des tas de feuilles tout simplement. Et je mets dans mon sac comme ça. Et puis tout simplement, je fais comme ça et je rentre mes feuilles dedans. Et ça, je fais ça sur tout l'îlot. Pendant 3 semaines, je reste sur l'îlot sans descendre sur Nouméa. Et c'est un petit peu pour ça aussi que que je me suis proposé à la place. Et je descends sur Nouméa après les 3 semaines, donc 21 jours sur l'îlot. Et 4 jours, je descends sur Nouméa, voir ma petite famille, mes 2 amours, mes 2 filles. Et puis je vous avoue franchement qu'après 3 semaines passées, il me tarde de rentrer jeudi soir pour aller voir tout ce petit monde. Et surtout mes filles qui me manquent beaucoup. Ce style de vie, Bernard en rêvait. Tous les soirs, lorsqu'il effectue sa dernière ronde, il profite de la superbe vue qu'offre le phare Amédée. On arrive en haut du phare et on peut imaginer facilement que rien que le décor et le panorama, ça suffit largement pour comprendre qu'on a envie d'être tranquille. Lorsque le Maridé lève l'ancre, il ne reste plus que Bernard sur l'île. Ce qui semble être un moment de solitude pour certains et pour le gardien du phare Amédée, un grand moment de paix et de liberté, loin du stress de la ville. Ce sont des dons de la Maison de l'étudiant et une subvention de l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui ont permis à l'association Épicerie solidaire des étudiants d'acquérir leurs premiers produits. Cette épicerie fut créée par les étudiants pour les étudiants et cela répond à un réel besoin puisque sur Nouville, il n'y a aucun commerce. Ce sont vraiment les produits de première nécessité qui s'inscrivent dans une démarche d'alimentation équilibrée, donc tout ce qui est sucreries comme les boissons gazeuses ou les petites confiseries, ça par contre c'est pas ici qu'on va les trouver. Quand tu arrives tard des cours et que tu n'as pas forcément le temps de cuisiner, donc tu as des choses vite fait, bien fait que tu peux faire. Comme quoi donc tu as les saucisses, les boulettes, tu as du pâté,
Les soupes déjà. Au niveau des prix, l'épicerie ne fait aucun bénéfice. Elle adopte la démarche de son fournisseur et partenaire, la société Saint-Vincent-de-Paul. Les étudiants, ils n'ont pas forcément 20 ou 30 000 francs à mettre dans l'alimentaire. Pour le moment, l'épicerie est ouverte 2 heures en matinée et 2 heures le soir entre 18h et 20h. Cela tous les jours sauf le vendredi et le dimanche. Pour maintenir et étendre ses horaires d'ouverture, l'épicerie se repose sur ses bénévoles. Ceux qui sont là la plupart du temps, ce sont des étudiants qui étaient là l'année dernière aussi. Et du coup, ils ont bien compris que s'ils n'étaient pas là, ça n'allait pas s'ouvrir. L'association Épicerie Solidaire des étudiants s'organise donc pour développer cette épicerie et répondre au mieux aux besoins des étudiants qui parfois se trouvent dans des situations très précaires.